Commencer cette deuxième session. On vous remercie de votre présence et nous sommes toutes les deux ravis de modérer cette session. Donc, nous sommes un binôme chercheuse et clinicienne. Donc, cette session est consacrée à la présentation de protocoles visant à améliorer le préconditionnement et l'amélioration de la qualité du greffon. Et donc, un premier topo vous allez être présenté, donc le protocole 6R1 par le professeur Jean-Michel Costantin, anesthésiste réanimateur à Clermont-Ferrand. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc merci aux jeunes de la Société française de transplantation et à la JAR de m'avoir invité. J'ai pris un sacré coup de vieux, moi, là, quand même. J'ai l'impression d'être passé de l'autre côté de l'écran d'Harry Potter. Donc, c'est un peu difficile. Donc, voilà mes liens d'intérêt. Pardon ? C'est gentil. J'ai pas été tout seul. Donc, rien de particulier sur la transplantation, si ce n'est le lien avec le ministère, puisqu'il y a un PHRC dont je vais vous parler. Donc, le problème, rapidement, sur lequel je vais aller assez vite, c'est le délai de reprise du greffon. Qui est aux alentours de 30% des cas après transplantation rénale et qui est quelque chose qui est ancien, sur lequel on progresse peu, en dépit de tout ce qu'on fait. Et globalement, sont impliqués dans ce défaut de reprise du greffon l'ischémie-reperfusion, pour faire simple, et je ne vais pas rentrer dans tout ce qui a été dit et très bien dit juste avant la pause, mais il y a un vrai souci et il faut avancer. Dans les coupables, probablement, de l'ischémie-reperfusion, il y a le port de transition de perméabilité qui est connu, qui est stimulé par le calcium et qui pourrait être inhibé par la cyclosporine. En fait, ce port de transition de perméabilité, quand on regarde, là vous avez, pour les plus jeunes, donc pour la majorité de la salle, quelque chose que vous ne verrez plus jamais. C'est une animation que j'ai piquée à Carole Hichet, donc sur des diapos en bleu marine des années 90, et c'était miraculeux ce qu'elle a fait là en 1998. Donc vous voyez, c'est en dynamique. Là, il est inhibé. Là, on ouvre. Et là, on a le calcium qui rentre. Ça, c'est la dynamique. C'est du e-learning des années 90. Ça a existé, on était très fiers. Je n'ai pas retrouvé la diapo originale où le fond est bleu marine avec les deux bandes rouges de Carole. C'est mon attaché de recherche clinique qui avait cette diapo. Donc voilà ce qui se passe. Si, à la place, on bloque avec de la cyclosporine, le port est bouché et il n'y a plus, ou il pourrait ne plus y avoir d'ischémie-reperfusion. Ou d'y en avoir moins en tous les cas. Alors c'est quelque chose qui est à peu près connu sur le plan fondamental, on va dire complètement de l'autre côté de la recherche translationnelle. Il y a quelques données, même si elles sont largement discutables chez l'homme et notamment sur l'infarctus du myocarde. Bon, après, on peut rentrer dedans, ça a été décrit, on n'a pas les mêmes résultats sur du multicentrique en large, mais il y a quand même un signal dans ce sens-là. Et quand on regarde chez le rat, sur la transplantation chez le rat, ben ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a moins de dysfonction du greffon, on a une reprise de fonction qui est plus précoce, ça fonctionne bien. Mais c'est du rat et on a quand même peu de rats dans nos unités. Et entre le rat et l'homme, il y a un gap énorme. Donc il y a le cochon du côté de Poitiers. Je fais aussi du cochon pour le poumon. Mais on est quand même loin de nos patients. Et on sait, il y a énormément de papiers maintenant qui montrent qu'il y a une vraie différence entre les données animales et les données humaines. Donc ça, c'est important. La drosophile, c'est super bien, mais c'est important de faire du rat, de faire du cochon avant de s'attaquer à l'homme, parce que sinon, des fois, on a une sorte d'incongruité qui est assez importante. Donc l'hypothèse qu'on a faite, c'était de dire que peut-être d'administrer de la cyclosporine A chez le donneur pouvait prévenir la dysfonction et le DGF chez le receveur pour la transplantation rénale. Cette hypothèse, en fait, est le début du protocole. C'est né à Nice. C'est Carole Hichet et Jean-Christophe Orban qui ont monté ce protocole et qui, sans passer par le cochon, ce qui est peut-être discutable d'ailleurs, ont voulu monter une étude randomisée contrôlée en double aveugle pour évaluer ça chez l'homme. Donc c'est parti du CHU de Nice et en fait ce n'est pas passé au CHU de Nice.
pour des raisons diverses que nous n'exposerons pas, il n'y a pas eu de promotion par Nice. Il y a une tentative de PHRC interrégionale sur la région sud-est qui n'a pas abouti. Donc Carole s'est retourné vers le réseau Azurea, qui est le réseau duquel on fait partie. Azurea, c'est un réseau de réanimation. À la base, c'était Grand Sud-Est de la France, et puis ça s'étend de plus en plus, puisqu'on a même maintenant Caen et Paris, ce qui n'est plus du tout le Sud-Est. Puis comme je suis en transit entre Clermont-Ferrand et Paris, ce sera de moins en moins le Sud-Est. Mais Carole a proposé ce protocole Azurea qu'on a voulu essayer de soutenir. Et en fait, pour des raisons de fonctionnalité, c'est un protocole qu'on a récupéré sur le CHU de Clermont, puisqu'on a réussi à s'arranger avec la DRC pour qu'il y ait une promotion du CHU. Et je crois que puisqu'on est pour parler de recherche, et de parler de recherche notamment chez le donneur, il y a des modes, il y a des vagues, il y a des moments où les DRC sont plus attractifs que d'autres, et donc d'où l'importance de fonctionner en réseau et d'être capable de filer le protocole là où ça fonctionne bien. Nous, on a eu tout simplement un directeur de la recherche qui pendant un moment était dynamique et comprenait, et donc on a pu passer juste sur de la promotion interne. Après, ce n'est pas des philanthropes, un protocole multicentrique à 600 malades, ça rapporte pas loin d'1 million d'euros au CHU qui est promoteur. Juste en CY. Mais c'est comme ça qu'on a lancé le protocole. Puisqu'on l'avait, qu'il a été mouliné par mon équipe de recherche, c'est pour ça que vous avez maintenant 2 investigateurs. L'investigateur principal, c'est Carole, et le coordonnateur, c'est moi. Mon équipe de recherche l'a formaté pour qu'il passe, et du coup, on l'a présenté en PHRC national, et donc on a eu un PHRC national. Ce qui fait qu'on a les subventions pour, et qu'on a cette espèce d'étude, c'est assez original, qui est bicéphale, on va dire, sur le lead, entre Nice et Clermont-Ferrand. Donc l'objectif principal de cette étude, c'est de comparer le taux de dysfonction, de retard à la reprise du greffon placebo versus cyclosporine A chez le donneur. Les objectifs secondaires sont tous les objectifs liés à la transplantation rénale, toujours pareil, placebo versus cyclosporine. On aura également, ça a été demandé par le CPP, et ça a été discuté avec l'ABM, un suivi des autres organes transplantés. Je vois le président qui dit qu'on en discutera peut-être après. Le nombre de centres à l'heure actuelle est de 17 centres. 17 centres ont été ouverts, on va probablement faire 18 assez rapidement, suite à une petite discussion, un petit peu de partout en France. La Strasbourg n'est pas encore ouvert, mais va être ouvert sous peu. Donc 648 patients, 648 reins transplantés doivent être inclus. Le calcul d'effectifs a été fait comme ça. Parce qu'en fait, on recrute des donneurs, mais l'unité statistique, c'est le rein transplanté. Et donc on peut avoir un énorme gap entre le nombre de donneurs qui ont été conditionnés et le nombre de reins qui seront analysés derrière. Et ça, c'est important en termes de suivi et de durée d'étude. C'est fondamental quand on travaille sur le donneur et qu'on veut vérifier ce que ça donne chez le receveur, de savoir qu'on va avoir une perte d'informations et donc de sujets traités qui peut être très importante. La durée de l'étude estimée était de 3 ans, avec un départ en décembre 2017 et donc une fin d'analyse en décembre 2020, ce qui veut dire une fin d'inclusion, puisqu'il y a 1 an de suivi en décembre 2019. Je voudrais juste vous dire 2 mots du comité d'éthique, donc à qui on a proposé ce protocole, avec initialement un refus du CPP en disant que ce n'était pas possible, qu'on ne pouvait pas faire ça et demander uniquement un suivi aux patients qui seraient transplantés du rein, parce que ça incombe sur l'ensemble des patients qui recevraient des organes qui auront été traités chez le donneur. Et puis après, je suis allé discuter en séance plénière au moment du CPP. Et en fait, en discutant, notamment avec les philosophes, avec les juristes, on est arrivé sur une espèce de vide juridique, mais sur une réaction des non-médecins notamment, qui est de dire ce n'est pas de la recherche. Ce n'est pas de la recherche puisque le donneur est déjà décédé au moment où il y aura l'injection de cyclosporine. Donc, in fine, vous n'avez rien à demander. Aucune autorisation, vous pouvez le faire comme ça. Ce qui pose un autre problème, qui est le financement de la recherche publique en France, parce que si on n'est plus dans le cadre de la recherche, on n'a plus de CY, et donc on perd. Le CHU de Clermont, ce n'est pas des philanthropes. S'ils ont accepté d'être promoteurs du protocole, c'est parce qu'il y avait de l'argent qui allait rentrer derrière. Si on n'est plus dans la recherche biomédicale, il n'y a plus de financement. Donc c'est pour ça qu'on est passé en soins courants, avec donc uniquement une non-opposition pour l'utilisation des données chez les receveurs,
Et simplement, on nous a demandé de mettre des affiches d'information dans les salles d'attente des transplanteurs pour le rein. Donc on a une espèce de demi-mesure qui probablement ne sert pas à grand-chose, qui n'est pas très cohérente. Je pense qu'il faudrait qu'on profite de ça pour, à l'aide de juristes, essayer de faire une jurisprudence, ce qui nous aiderait grandement si on pouvait simplifier la recherche chez l'optimisation, entre guillemets, du donneur. Et c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de différence de donner 1 mg de cyclosporine ou de changer le réglage du ventilateur ou de changer la quantité de fluide qu'on administre au patient. C'est au donneur à chaque fois. Donc je crois qu'il y a un vrai travail à faire. Celui-ci n'est pas fait, mais ça mériterait qu'on avance un petit peu là-dessus. L'intérêt d'être ici, d'en discuter tous ensemble, je pense qu'il faut qu'on prenne l'aide de juristes sur ce domaine-là, mais peut-être de la direction de l'ABM aussi. Donc, validé par le CPP, CNIL, etc., tout est fait. Les critères d'inclusion des donneurs, donc c'est un donneur en mort encéphalique entre 18 ans et 80 ans, avec les critères standards. Pour le receveur, c'est aussi entre 18 et 80 ans, c'est nécessitant une greffe de rein, et ayant donné son consentement éclairé à l'utilisation des données, ce qui est plus ou moins discutable. La non-inclusion, c'est essentiellement les critères de non-prélèvement standard, ou les patients qui doivent bénéficier d'emblée d'une bigreffe ou d'une greffe multi-organes quand on est un petit peu plus large. Donc vous voyez qu'on a peu de filtres sur l'inclusion des patients, donc peu de limitations. Quand on regarde l'algorithme de prise en charge, il est complètement orienté vers les donneurs, très peu vers les receveurs, puisque c'est vers le donneur et sur cette phase-là que tout va se faire. Mais en gros, il y a du screening de donneurs qu'il ne faut pas louper. Il ne faut pas louper les critères d'exclusion, mais il n'y en a pas beaucoup. Et après, c'est juste administration de cyclosporine 1 mg ou de son placebo, qui est du sérum glucosé. Donc c'est très très simple et il n'y a rien d'autre à faire. Et à partir de là, on amène le patient au bloc opératoire, on fait comme d'habitude, la suite de la réanimation, on la fait comme d'habitude. Les prélèvements se font comme d'habitude. Il y a simplement un suivi du devenir du rein transplanté jusqu'à 1 an. On discutera après de l'autre côté. Mais pas de modification de la prise en charge des patients transplantés suite au prélèvement dans ce protocole. Vous avez vu que la durée de l'étude, donc, c'est 3 ans au total, donc il reste en théorie plus qu'1 an pour finir les inclusions. Est-ce que ça va passer? Comme sur toutes les études, on est très très en retard, et on est très en retard sur la phase initiale, où en fait il a fallu quasiment 1 an pour ouvrir un peu plus de la moitié des centres. Et je crois que ça aussi, en termes de recherche, c'est quelque chose qu'on sait, ce n'est pas le premier protocole qu'on mène, mais qu'il faut systématiquement prévoir dans les budgets, c'est qu'il faut rajouter 1 année en plus pour ouvrir les centres, parce que ce qui se coûte cher dans un protocole, c'est le temps d'ARC, et le temps le staff d'équipe de recherche, et celui-là, on le paye pendant l'année. Donc on va se retrouver court probablement un petit peu en termes du budget, donc il faudra impacter ça sur d'autres protocoles, parce que de toute évidence, on n'arrive pas. Aujourd'hui, même en prenant en compte les quelques fluctuations dues au prélèvement multi-organes au moment, on est largement dans les clous. C'est-à-dire qu'on a même eu un mois à 45 inclusions, donc ça c'est vraiment bien. Mais il faut qu'on tourne entre 20 et 30 inclusions par mois. On a encore du boulot, mais on a l'impression, quand on regarde la courbe, qu'on est un petit peu mieux que la courbe des inclusions. Mais on a un retard qui est de 6 à 8 mois, donc tout ça, on est tout à fait favorable à élargir les inclusions dans l'étude. Fin des inclusions et on va dire qu'on peut espérer geler la base début on va dire fin 2020, dans le meilleur des cas. Ce sera plus probablement en mi-2021. Donc je vous donne rendez-vous à ce moment-là et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup. J'étais très intéressée par ce protocole. Je suis hépatologue, donc pas du tout néphrologue. Et donc ma question principale concerne quelle est l'information donnée aux autres équipes de prélèvement. Autrement dit, moi je travaille en transplantation hépatique pédiatrique, donc ce sont des enfants qu'on greffe.
la majorité avec des foies de donneurs adultes, donc de plus de 18 ans. Et je découvre un peu ce protocole aujourd'hui. Donc, quelle est l'information qui est donnée? Est-ce qu'il y a moyen de savoir si éventuellement le foie prélevé est celui d'un donneur qui aurait reçu de la cyclosporine? Et est-ce qu'on a des données sur éventuellement des modifications de la pharmacocinétique des immunosuppresseurs à partir du moment où on a eu par exemple un foie un peu imbibé de cyclo et qu'on va débuter, nous, en post-op immédiat, le tacrolimus, dont on sait qu'il peut y avoir un effet de compétitivité. Enfin voilà, c'est une question un peu plus générale. Alors, en ce qui vous concerne précisément, la discussion est close. À partir du moment où il y a un prélèvement pédiatrique de prévu, on n'inclut pas les patients. Ah, d'accord. Même s'il est adulte. Même si le donneur est adulte, à D'accord. partir du moment où il y a un prélèvement pédiatrique qui est envisagé, il n'y a pas d'inclusion du patient. On a eu le cas 2 fois. On a eu deux inclusions bloquées là-dessus. Après, sur les modifications pharmaco, alors, il n'y a pas de data là-dessus. Mais il y a une injection single shot de cyclosporine chez le donneur dans la phase de réanimation où on sait que le volume de distribution il est colossal, il y a un remplissage vasculaire qui est massif. Moi, je veux bien qu'on fasse les études. C'est une injection. C'est one shot, hein. C'est une injection avant la transplantation, dans les 2 heures avant. Le volume de distribution, on le connaît, il est colossal, le volume de distribution de la cyclosporine à ce moment-là. C'est la part qui va revenir sur un greffon qui sera conservé, qui sera rincé, etc. Alors je sais qu'il y a des transplanteurs qui se sont un peu opposés, d'autres organes qui se sont un peu opposés à ce protocole. J'ai l'impression que ça relève du chamanisme à ce niveau-là. Et c'est un peu le problème de la transplantation. On manque de recherche. Si on faisait plus de recherche, on sortirait de l'obscurantisme. On discutait de ventilation. Moi, je me souviens d'un topo de 2002. Je me suis fait traiter de criminel par des transplanteurs pulmonaires parce qu'on disait il faut mettre de la pipe, il faut arrêter de ventiler ces malades n'importe comment à 8 de fréquence à 15 000 kg, on génère de l'inflammation, on génère un problème comme ça. On m'a traité de criminel en disant tu t'occupes des malades de réanimation, on continue avec la réanimation, nous on parle de transplantation. Quand on fait de la recherche, on progresse. Et je crois que c'est important de faire de la recherche pour sortir de ça. Et je vais faire l'avocat du diable, c'est-à-dire que si on pense que c'est tout à fait inoffensif, effectivement, un one-shot de cyclosporine, pourquoi avoir exclu les enfants? Parce qu'on est en France et que c'est le principe de précaution. Et je pense que l'exclusion, c'est pas nous, hein, c'est l'ABM. Ouais, je te remercie, Jean-Michel. Bon, je suis d'accord que le risque, il est très faible. Il n'est pas de zéro. Voilà. Bon. Après, qu'il y ait une sorte de vide juridique dans le montage de ce dossier qui a été particulièrement complexe, ok. Tant mieux si effectivement on peut aboutir, c'est le but d'arriver à faire une démonstration ou pas. Pour avoir été longtemps à Lyon, c'est vrai que c'est quand même des sujets extrêmement compliqués, l'ischémie perfusion multifactorielle, donc agir sur un sujet, mais bon, au moins on aura une réponse. Par contre, là où je suis très ferme en tant que directeur médical de l'agence, c'est qu'effectivement, on ne doit pas changer les règles de répartition. Dans le protocole, il est écrit très clairement qu'il ne doit pas y avoir de receveur pédiatrique. Or, je suis désolé, mais ça a été faux. Il y a eu un receveur pédiatrique qui a été inclus. Et donc, ça, ce n'est pas acceptable, quoi. Donc, là-dessus, c'est clair. Si, à un moment, d'abord, l'agence doit être informée systématiquement. Comme c'est du soin courant, on n'a pas à donner notre avis sur l'inclusion, ce n'est pas le problème. Mais par contre, si, au moment de la répartition sur un autre organe, en tant qu'organisme responsable de la répartition des greffons, on dit non, on ne peut pas répartir, ça doit modifier la répartition, il y a un problème, c'est non, quoi. Voilà. Là, il n'y a pas 2 autorités en France, il n'y en a qu'une, et là-dessus, c'est clair. Alors, de mon point de vue, il n'y a aucun doute. J'étais pas au courant qu'il y avait... Je l'ai expliqué en amont. Bon, okay. Parce que moi, je suis au courant de 2 dossiers qui ont été, justement, ça a été arrêté parce qu'il y avait receveur pédiatrique, donc on a arrêté. J'ai même les villes. Mais après, le problème, c'est qu'il y a de temps en temps, il y a des splits, et qu'au départ, il n'y a que l'agence qui sait qu'il va y avoir un split et qu'il va y avoir au final un receveur pédiatrique. Donc c'est là où c'est notre rôle de dire on stoppe, quoi. Sauf si l'équipe accepte, mais... 1 heure avant le départ au bloc. Oui, complètement. Donc ma question...
Et ceci dit, je te rejoins, je te rends la parole, Laurent. Je te rejoins sur le fait qu'effectivement, il devrait y avoir une réflexion sur la recherche dans cette thématique, parce qu'effectivement, on est dans une difficulté où il y a une sorte... voilà, on sait que les affaires d'Amiens et tout ont un peu bloqué le système et qu'on est face... Par contre, notre direction juridique peut parfaitement travailler avec la NSM et on est capable de produire des recommandations pour les CPP, parce que les philosophes et tout, ok, mais la répartition, c'est un autre domaine, quoi. Voilà. En fait, j'ai juste une question qui rebondit un peu sur la question qui vient d'être posée sur le délai, parce qu'il est vraisemblable que le délai de protection induit par l'administration de cyclosporine, il est dépendant du temps. Enfin, la protection est dépendante du délai qui va s'écouler. Donc, je pense que vous avez prévu de le renseigner, mais est-ce que vous avez bien clairement identifié les heures d'administration et heures de greffe, et comment est-ce que vous allez intégrer ça dans votre recrutement de patients pour avoir quand même une homogénéité dans votre protocole ou pas? C'est ma première question, puis une deuxième, si tu me permets. Juste. Alors sur le délai, l'avantage, c'est quelque chose qu'on contrôle à peu près bien, parce qu'en réa, on sait quand le bloc est prévu. À 10 minutes près, on est à peu près bon. Donc, bien entendu, c'est noté, on a le T0 au moment de l'injection, et on sait à quel moment il y a les clampages, tout ça, c'est monitoré. Dans le CRF, tout est relevé. On devrait être homogène. Après, je vous le dirai plus tard, mais il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas. Oui, qui se joue à 30 minutes près. Or, 30 minutes, c'est très vite passé. Ça peut très vite s'écouler. Bon, c'est à regarder de près à l'analyse des données. Deuxième chose, ça reprend cette histoire du multi-organe. C'est vrai qu'il est vraiment extrêmement dommage de perdre cette information si on peut la récupérer, à savoir les autres patients receveurs d'organes ayant reçu de la cyclosporine pourraient également faire l'objet d'une analyse parallèle ou plus tard. Donc je pense qu'il faudrait savoir si ce sera à un moment donné ou un autre accessible. Et mon dernier commentaire, c'est sur le consentement de l'analyse des données que tu fais signer aux patients receveurs. Finalement, puisqu'ils sont dans Crystal, est-ce qu'il y a des données supplémentaires qui ne sont pas recueillies dans Crystal? Le délai de graft function, finalement. D'ailleurs, c'est pas un consentement, c'est une non-opposition. Mais ça, ils la donnent déjà quand ils s'inscrivent pour être receveurs d'organes, puisque leurs données sont dans la base de l'agence. Donc finalement, il y a des données... Il n'y a pas de données en dehors de celle de Crystal pour le receveur. Les données en dehors de Crystal sont celles du donneur, mais... D'accord. Et pour les multi-organes, alors tu crois que ce sera récupérable, cette information? Alors, c'est une demande du CPP, sur un plan éthique, qu'on ne perde pas ces informations. On va tout faire pour, et c'est Carole qui est en discussion avec Olivier Bastien, on devrait pouvoir avoir le suivi derrière. Mais... L'argument du CPP était de dire c'est pas éthique. Si jamais ça marche sur le rein, c'est pas éthique de ne pas pouvoir sortir les mêmes données sur le foie et sur d'autres organes. Oui, ne serait-ce que sur le plan aussi intellectuel. C'est intéressant de savoir si ça fait quelque chose. Peut-être ça ne le fera pas sur le rein, ça le fera peut-être ailleurs. Ça, je suis entièrement d'accord. Une autre question un peu plus éthique également. Est-ce que vous informez les proches, enfin la famille du donneur? Et si c'est le cas, avez-vous eu des refus? Et dans ce cas-là, comment les avez-vous gérés? On n'informe pas. Il n'y a pas de demande d'information des proches du donneur. Après, c'est à chaque équipe, entre guillemets, dans la mesure où ce n'est pas une obligation légale, c'est à chaque équipe, je pense, et en fonction de chaque patient, de savoir si elle informe ou si elle n'informe pas. Mais je sais que nous, on l'a fait une fois, mais je ne suis pas sûr que ce soit, sur un point de vue éthique, que, un, ce soit important, et deux, ce soit pertinent. Sincèrement. Mais ça n'engage que moi. Mais je ne vois pas quelle serait la valeur ajoutée de discuter de ça avec la famille. À la limite, s'il y avait discussion sur les receveurs, c'est celle à laquelle je faisais référence, ça a été discuté une fois sur Clermont, c'est sur une erreur. Sur une erreur d'un interne, je ne devrais pas dire ça parce qu'il y a le nombre de jeunes qu'il y a dans la salle, je vais me faire assassiner. Non, c'est l'interne de garde qui a commencé à parler de protocole, etc., alors qu'il y avait la famille dans le secteur, donc il a fallu discuter. Et donc on a expliqué ce qu'on faisait, ça n'a posé aucun problème. Mais moi, je ne suis pas sûr de l'intérêt de ça. Et après, une question plus pharmacologique. Finalement, une dose de cyclosporine, c'est pas beaucoup, et notamment
compte tenu des perturbations du volume de distribution dans un contexte de réanimation. Pourquoi une seule dose en fait? Comment vous avez établi la dose à administrer, si vous avez des modèles in vitro, des modèles animaux au préalable? Alors, pour le coup, là, on sort totalement de mon champ de compétences. C'est quand même loin du poumon. Mais oui, ça ne s'est pas basé, ça s'est pas fait sur un coup de Mistral dans la région de Nice. Il y a des datas chez l'animal, mais par contre, qui ne sont pas des datas chez l'animal réanimé, entre guillemets. Donc, je ne suis pas complètement sûr. On est au-dessus de ce qu'il faudrait faire d'après les données animales en termes de posologie. Je ne sais pas si ça servira à couvrir les variations du volume de distribution chez ces patients critiques. Là, c'est plutôt le fait que la fenêtre, enfin, le protocole, en fait, avec Vincent Piriou, que tu connais bien, on avait voulu, quand on était plus jeune, faire un essai sur le porc avec des néphrologues. Et l'ischémie sur le rein est tellement difficile à reproduire expérimentalement sur l'animal qu'en fait, on n'y est pas arrivé. Alors que sur le lapin ou sur le cœur, c'est très facile à faire, quoi. Donc, c'est plus compliqué. Enfin, la tolérance est plus difficile. Et en plus, comme on a, pendant la mort encéphalique, toute cette phase d'agression par les catécholamines, on ne sait pas si c'est la bonne fenêtre et c'est très difficile de savoir si on est dans le préconditionnement. Moi, j'aurais à refaire le protocole. Je me demande si, en fait, il ne faudrait pas le donner plutôt en post-conditionnement sur le receveur, tu vois. Mais voilà. Ou alors, profiter de ta compétence pour dire, bah, tiens, on va ventiler comme il faut les donneurs et on va leur faire des halogénés à un moment. Parce que là, on aurait 2 impacts positifs. Et excusez-moi, pour compléter ce que vous venez de dire, il me semble que pendant l'ischémie-reperfusion, il y a beaucoup des mécanismes cellulaires et moléculaires qui sont délétères, qui sont certes initiés pendant l'ischémie, mais qui prennent toute leur ampleur à la reperf. Et pour le port de transition, il y a aussi des articles qui disent qu'il reste fermé pendant l'ischémie et il s'ouvre au moment de la reperfusion. Du coup, je me pose la question du timing de l'injection, qui réglerait du coup aussi les problèmes liés au fait que, au multi-organes. Non, mais pour savoir s'il y a une explication, peut-être que j'ai pas d'un point de vue clinique. Non, il n'y a pas d'explication. Mais après, il y a plusieurs hypothèses de travail. Il y en a une qui a été prise, on essaie de se tenir sur celle-là. Mais j'entends tout à fait, et peut-être qu'il faut le faire à un autre moment. Mais on a voulu tester cette hypothèse, on teste celle-ci. Si ça ne marche pas, nous ou d'autres, sûrement d'autres, testeront l'hypothèse du timing.
Mais l'info, vous l'avez forcément. Ok, une dernière petite question. Ouais, mais donc ça fait 123 reins. Le reste étant perdu sur soit des reins qui sont allés dans des centres qui ne participent pas, soit il y a eu d'autres paires derrière. Mais donc on est à 123 reins utilisables. Non, c'est du double aveugle. Non. On va prendre une dernière question d'un monsieur qui attend depuis un petit moment. Oui, Didier Doré-Annecy, c'est pour revenir sur les questions éthiques, sur la recherche chez le donneur, en fait. Je crois que dans les principes, c'est bien qu'avec le mort, on ne soit pas très loin de ce qu'on fait chez les vivants. C'est-à-dire que le principe d'information, il me paraît important. Le timing de l'information, je pense pour les proches, il sera très compliqué dans cette phase de prise en charge, mais que dans le cadre de la recherche, on maintienne le principe de l'information de ce que l'équipe médicale fait à titre de recherche, moi ça me paraît être un point important. Après, c'est plutôt une question de timing et peut-être qu'on peut faire l'information un peu de manière différée par rapport au décès du donneur. C'est un principe qui me paraît... J'entends le commentaire. Honnêtement, j'arrive pas à voir la valeur ajoutée pour la famille, parce que c'est uniquement de ça dont on parle. Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée pour la famille? Personnellement, je la vois pas. Donc il faut peut-être qu'il y ait d'autres personnes qui réfléchissent là-dessus. Quelle valeur ajoutée vous voyez à informer la famille? La question, la valeur ajoutée, je ne raisonnerai pas en valeur ajoutée, je raisonnerai en positionnement éthique et d'information de ce que les médecins et la communauté de soignants doivent faire, avec des règles qui sont à peu près partagées partout en France, d'information. Voilà, la valeur ajoutée pour un individu d'une recherche clinique, je pense qu'elle n'est pas... On ne peut pas raisonner en valeur ajoutée quand on fait de la recherche clinique. Ce n'est pas la valeur ajoutée pour le patient. C'est ce que nous demandent les autorités. Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée pour le patient? C'est la première case qu'on coche quand on fait de la recherche. Oui, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde. En tant que médecin coordinateur, je pense que c'est important que ce qu'on fait, si ça sort de la prise en charge... Déjà, il faut déjà bien expliquer la prise en charge standard des patients, et il faut aussi, si on fait des choses à part dans le cadre d'un protocole, que ce soit expliqué aux proches. C'est surtout la question du timing, mais je pense que d'un point de vue éthique, ça me paraîtrait normal qu'on ait à peu près les mêmes règles que pour la recherche sur le vivant. D'où l'intérêt de monter le débat. Ok, nous allons